Chers petits observateurs, l'année dernière, vous avez découvert Alexandre Guirao, qui est ministre des voitures de collection. Bonjour Alexandre. Bonjour Renaud. Tu vas bien? Oui, ça va. Alors, quand les gens vont découvrir cette vidéo, Rétromobile sera passée. On est à Rétromobile aujourd'hui en plein salon là. En plein salon. Et j'avais envie, pour ceux qui nous suivent, l'année dernière, on était chez Arcurial, qui vend des voitures aux enchères de rêve, voilà. Très chères. Très Et là, je t'ai dit, j'ai envie qu'on vienne sur le stand des voitures à moins de 25 000 €. Je trouve ça très malin. Et tu m'as dit que ça existait déjà depuis l'année dernière. Oui, ils avaient fait une première tentative l'année dernière de faire un peu une partie plus démocratique du salon. C'est vrai que c'est un salon de rêve et en même temps, pour quelqu'un qui veut acheter une voiture de collection, c'est pas possible. Honnêtement, c'est pas possible. Alors, on est devant 4 voitures emblématiques. On a va y choisi, revenir. voilà, on a choisi des choses. Il y a une série 6, il y a une XGS, il y a une 928. Mais j'ai une première question. Pourquoi moins de 25 000 €? Est-ce que c'est juste symbolique ou est-ce que ça... Pourquoi ils ont choisi ce montant-là? Bon, ils ont choisi ce montant-là, je pense, en se disant c'est un petit peu une barrière psychologique parce qu'en général, jusqu'à 30 000 €, ça correspond à un beau cadeau qu'on peut se faire. Au-dessus de 30 000 €, en général, on commence à réfléchir plusieurs fois. Voilà. Donc 25, 30 000, voilà, on est à peu près dans. Ça correspond à une zone du marché. Et puis ça permet d'avoir un panel en fait très très large parce que tu as ici des voitures, des populaires, de la Fiat 500. Il y a 70 voitures exposées ici aujourd'hui. Et sur les 70 voitures, tu as quand même une vingtaine de Fiat 500. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à Paris, c'est ce qui se vend. C'est des voitures que des Parisiens vont pouvoir acheter pour le fun le week-end parce qu'ils n'ont pas la place d'autre chose. Non, mais je dis ça en rigolant. Oui, mais il y a de ça. Il y a de ça quand même, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'opportunité. Voilà. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les voitures qui sont là, justement, à mon avis, elles ne sont pas choisies par hasard. Elles font réagir un peu les gens. Et toi, tu me disais tout à l'heure, il faut se poser la question, est-ce qu'on fait de bonnes affaires par rapport aux prix qui sont annoncés sur les voitures étudiées? Il y a un modèle de calcul déjà, aussi bizarre que ça puisse paraître, il y en a un. Mais une voiture, avant d'être de collection, elle est d'occasion. Une voiture d'occasion, c'est une voiture qui décote, c'est-à-dire que par rapport à son prix du neuf, elle va perdre chaque année 10, 20, 30, 40, 50%. En fait, elle va perdre 90% de sa valeur, en gros. C'est-à-dire qu'une voiture d'occasion, quand elle est à 10% de son prix du neuf, elle a fini de perdre toute sa valeur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que 25 000 €, si on reconvertit ça 30 ans en arrière, ça fait 1 500 000 francs quand on prend 10% de la valeur. Ça veut dire qu'une voiture qui vaut 25 000 € aujourd'hui en voiture d'occasion, c'était une voiture de 1 500 000 francs il y a 30 ans. C'est ce qui devrait être le cas. C'est ce qui devrait être le cas. Et c'est pas du tout le cas avec toutes les voitures qu'on voit là. Non. Non, on est sur des tarifs où on est parfois à 30, 40, voire 50% du prix du neuf de l'époque. Donc moi, ça me fait me poser des questions, effectivement, sur le prix de certaines autos. Voilà. Alors, soyons concrets, parce que, encore une fois, là, on va prendre par exemple cette BMW série 6. Une série 6. Voilà, alors on peut voir avec les les pare-chocs, en fait, c'est des modèles qui viennent des États-Unis. Voilà. Toutes ces 4 voitures-là. Oui. Alors, il y a une vraie chose aussi statistique que j'ai comptée ici, c'est que sur les 70 voitures, tu en as une petite moitié qui sont des imports US. Je ne parle pas de modèles américains, Je parle, il n'y a que 5 voitures américaines ici, le reste c'est voitures européennes. Donc l'essentiel sont, comme toutes celles qui sont ici, des voitures réimportées des États-Unis. Pourquoi? Parce que tout simplement, les prix en dollars sont moins chers qu'en euros et puis il y en a beaucoup plus là-bas. 19 950. 19 000, ouais. Alors que c'est une automatique. Alors là c'est un petit peu cher parce qu'en fait, il faut savoir que la 635 américaine, c'est une voiture qui est beaucoup plus lourde avec des gros pare-chocs, qui a beaucoup plus de dépollution, de gros catalyseurs, etc. Donc voilà, c'est pas le même panache, je dirais, à conduire. Elle est un peu surchargée esthétiquement. C'est une voiture qui vaut entre 10 et 12 000 $ aux États-Unis. Voilà. Mais ce que tu es en train de me dire quand même, c'est que sur ce type de vente, à l'arrière, il vaut mieux chercher soi-même des versions européennes. Ça n'enlève rien à l'intérêt des modèles. On va y revenir. Voilà. L'intérêt, je dirais, d'un import US, c'est le prix. Le prix et le prix. D'accord. Voilà. Donc il faut l'acheter, mais il faut l'acheter 25% moins cher, en se disant que le jour où on la revend, on sera aussi un petit peu en dessous du marché. C'est logique parce que par exemple, tu peux mettre des pare-chocs, tu peux changer les pare-chocs. Un pare-choc de série 6 comme ça, 24,9, tu en as pour 1 200 €. Quoi. Donc quand tu changes tous les éléments, les fixations, etc. Donc à un moment ou à un autre, si tu dois le faire, petit à petit, tu le fais pas. Parce qu'en fait, sur ce budget de voiture, c'est... Mais alors attends, parce que au-delà du fait que ce sont des versions américaines, c'est peut-être plus... En revanche, ça reste 4 modèles emblématiques qui sont peut-être pas au juste prix très emblématiques, Et pourquoi? Parce que tu me disais, il ne faut pas confondre. C'est des modèles qui restent emblématiques parce qu'ils peuvent être accessibles en termes de prix, parce que c'est de la grande série. Est-ce que tu peux développer? Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, finalement, est-ce que les voitures qui sont ici en haut, moins chères, donc au hall 3 par rapport descendront demain en bas au hall 1 qui est un peu le hall noble de Rétromobile, et est-ce qu'elles ont une chance dans 10 ans ou dans 20 ans d'être en bas? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que
tout ça, c'est de la grande production industrielle. D'ailleurs, on est sur des voitures qui ont été faites entre 70 000 et je crois que la plus produite, c'est la XJS, ça doit être autour de 120 130 000 exemplaires. Ouais. Donc, on est sur déjà des voitures de grande série. Les voitures qui sont en bas, qui sont majoritairement des voitures d'avant les années 60, sont des voitures de plus petite production. C'est-à-dire que même un SL chez Mercedes, si on prend avant les pagodes, on divise par deux la production. Si on prend chez BMW, les 3 litres CS, CSI, etc., on n'était pas à 70 000 unités, on était plutôt autour de 40 000. Donc, on n'est pas dans le même facteur de rareté, on ne le sera jamais. Donc, il ne faut pas oublier ça. On peut projeter l'avenir en se disant ce seront de belles voitures et c'est vrai qu'elles ne sont pas trop chères aujourd'hui et elles vont prendre de la valeur. Ils n'en prendront pas autant que leur maman ou que leur grand-maman. Quand on est à 30-40% du prix neuf, c'est déjà pas mal. Ensuite, le marché se renouvelle naturellement. Je veux dire, il n'y aura pas tout d'un coup un boom de demande pour une série 6 ou pour une XJS ou pour une 928. Voilà. Alors, là, on parle beaucoup de code, de valeur, parce que c'est intéressant de voir comment est le marché, mais revenons sur le plaisir de conduire de ces 4 voitures qui sont très emblématiques. Tu m'as dit c'est des voitures comme on n'en fera plus jamais, donc si on les trouve au bon prix, il faut en profiter, viens avec moi. Je disais, parce qu'aujourd'hui il y a une standardisation qu'il n'y avait pas à l'époque. Il y a une standardisation des goûts. C'est un peu comme en œnologie où on s'est mis à faire vieillir tous les vins en fût de chêne, à leur donner un goût de vanille, etc. Aujourd'hui, si on prend la dernière Mercedes SL, si on prend la nouvelle BM série 8, si on prend une Jaguar F-Type, si on prend une Porsche 991, on va avoir des voitures qui sont beaucoup plus serrées en termes de feeling, de conduite, d'ergonomie, ça se ressemble. Même d'architecture. C'est-à-dire que par exemple, ici, regardez la série 6 et la XJS. Je veux dire, mais elles sont faites, c'est très très différent. Bon, il y en a une qui est quand même assez grosse, assez spacieuse. La XJS, la cabine est minuscule, le capot est disproportionné. Bon, c'est des voitures qui étaient faites pas toujours avec des considérations purement client ou rationnelles. Il y avait un petit peu une part de folie là-dedans, ce qui était sympa. La 928 qui a été faite à l'époque où Porsche voulait remplacer la 911 avec une architecture transaxe, donc ça veut dire boîte pont à l'arrière, bonne répartition des masses, une 2+2 quand même assez grande cabine, etc. Elle a eu beaucoup de mal commercialement parce que les gens la comprenaient pas, elle était trop en avance. La XJS aussi, n'empêche que la XJS, elle a amélioré ses ventes chaque année jusqu'à la dernière année, elle a une courbe de vente complètement atypique. Ce qui est rare. Donc, on ne refera plus ça parce qu'en fait aujourd'hui on fait des voitures avec des cahiers des charges tellement relus, tellement serrés, T'en sais quelque chose précis, j'en sais quelque chose, j'ai travaillé dans l'industrie, qu'au final il reste une petite part qui est l'âme de la marque, mais l'âme de la marque, souvent, elle est un peu réduite au blason qui est au bout du capot. Voilà. Alors moi je dis, allez-y, surtout profitez-en parce que... Mais au bon prix, c'est ça qui est paradoxal. Tu dis... Non mais là on est sur des voitures qu'on peut avoir entre 15, 20, 25 000 euros selon les états. Et ça reste intéressant parce que il faut voir que c'est des voitures qu'on peut vraiment utiliser, ça c'est ça qui est bien. C'est ce que j'allais dire. On peut les conduire, viens avec moi. Moi qui ai l'occasion de conduire ce genre d'auto de temps en temps et d'en avoir dans mon activité, c'est vraiment des voitures, toutes celles qui sont là, avec lesquelles tu peux demain partir et faire 800 km dans la journée sans être ni fatigué, sans être stressé, sans avoir peur de tomber en panne, sans avoir des essuie-glaces ou des phares qui éclairent rien. Je veux dire, c'est des voitures modernes. Et c'est des voitures, pour certaines, comme la 928 ou comme la série 6, qui en termes d'ingénierie étaient très en avance à leur époque, qui étaient déjà très étudiées. Si tu devais en choisir une, allez, on s'amuse entre les 4. Moi, mon coup de cœur personnel, c'est la série 6. Voilà. Ce modèle-là, aujourd'hui ou en général? Oui, en général, c'est les séries 6, que ce soit les 628, 635, 633. Je trouve que c'est une voiture qui est vraiment archétype du BMW la grande époque. De fin des années 70. Voilà. C'est-à-dire, c'est un dessin qui est encore fait par Paul Braque. Alors, donc, c'est un designer français qui a été à la fois d'ailleurs à la tête du bureau de style de Mercedes et de BMW. Selon les époques. Et puis c'est une voiture qui est très pure, qui est en même temps qui est légère tout en étant massive, tout en étant puissante. C'est hyper agréable, c'est un très beau moteur, c'est confortable, ça tient bien la route. Enfin, c'est des voitures qui ont un beau carré d'utilisation. Alors on ira en découvrir avec toi. Viens avec moi. Alors justement, là on a fait les 4, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont 40, 50 ans qui rêvent de ces voitures-là. Je me projette moi. Mais tu m'as dit, malgré tout, dans ces à moins de 25 000 ou moins de 20 000, en revanche, aujourd'hui, par exemple, là, tu m'as dit, il y a un truc, personne ne va l'avoir. Là, il y a une vraie bonne affaire. On est typiquement dans les choses auxquelles les gens ne pensent pas. Tu as des curiosités. Alors, moi, je me dis comment elles sont arrivées là. Par exemple, là, on arrive devant une curiosité. Donc là, on est sur une Fiat 600 Vignale. Donc la Fiat 600, c'est celle qui est à côté. C'est-à-dire que c'est une grosse Fiat 500, pour faire simple.
Et dans l'Italie, des petits carrossiers, il y avait encore beaucoup de travail pour des gens qui, d'une voiture de série, mettaient une carrosserie un petit peu sur mesure et spécifique, qui était faite en petite production de façon artisanale. Donc Vignal, qui est un carrossier qui a disparu, maintenant je crois que c'est utilisé comme label haut de gamme chez Ford. Ils ont fait des autos comme ça. Ouais, alors moi, une Fiat 600 Vignal, c'est rare. Je pense qu'à l'instant T aujourd'hui, quelqu'un qui en cherche une, il y a peu de chances qu'il en trouve une autre sur le Bon Coin ou sur la centrale. Elle est très belle. Il n'y a personne autour. Une belle tôlerie. Non, il n'y a personne autour. Parce que les gens ne connaissent pas. Parce que les gens ne connaissent pas. Ils vont reconnaître une Fiat 500, une Ford Mustang, une Porsche 928. Donc voilà, donc celle-là, elle est arrivée là et c'est peut-être d'ailleurs une bonne affaire. Je vois les passages de caisse, il n'y a pas un pet de rouille. Voilà, donc c'est une curiosité. Il y en a deux, trois. Voilà. Mais est-ce que ça, à 18 000 €, on peut l'acheter dans un esprit de placement en se disant, comme elle est très rare, elle prendra de la valeur, ou s'il ne faut pas raisonner comme ça à ce niveau-là? C'est un peu délicat de raisonner comme ça parce que quand on est sur des voitures assez atypiques et peu connues, il n'y a jamais de spéculation sur ces autos parce qu'en fait, il y a trop peu de gens qui savent ce que c'est. D'accord. Ça reste un petit marché d'initiés. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui la regarde, mais elle sera peut-être vendue. Ouais. Mais, donc non, il faut l'acheter parce qu'on l'aime. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est des autos qui perdent jamais de valeur. D'accord. Elles en prennent lentement sûrement parce qu'elles sont tellement rares que quand on la remet en vente, si elle est belle et saine en bon état, oui, il y a de grandes chances qu'on trouve l'acquéreur suivant. Alors on continue. Tu m'as dit, mais non, mais il y a une bagnole qui est là. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, elle est des années 30. Ah oui, il y a... Elle porte le nom d'une voiture que j'aime puisque je la possède. Que tu conduis régulièrement. Voilà, mais ça va, les petits observateurs vont savoir de quoi on parle. C'est une C6. Une marque qui fête les 100 ans cette année. Voilà, et donc il y a une vieille C6 des années 30. Et ça, c'est très intéressant. C'est marrant d'avoir mis cette voiture ici parce que on a aussi une ou deux Citroën DS. Qui d'ailleurs, c'est étonnant aussi parce que là, on est dans de la vraie voiture de collection. Mais voilà, c'est pas. Là, on est sur une voiture qui est ni Youngtimer, ni populaire non plus. Enfin, on est sur une voiture. C'est la truc là. C'est une voiture haut de gamme d'avant-guerre, quoi. Voilà, énorme. Oui. Donc ça, c'était la voiture haut de gamme de Citroën. Ça, c'est ma C6. C'est ta C6 en 1931. Voilà. Déjà 6 cylindres. Oui, voilà. Mais elle est magnifique. Donc elle est très belle. Et c'est vrai que les avant-guerres aujourd'hui, c'est peut-être d'ailleurs les meilleures affaires finalement parce qu'il n'y a pas de bataille de surenchère sur les avant-guerres. Parce qu'en fait, je dirais qu'il y a un relatif équilibre entre l'offre et la demande parce qu'il y a maintenant beaucoup de voitures restaurées qui ont été faites avec amour pendant des années par des personnes qui parfois ont fait ça à leurs heures creuses le week-end, toute leur vie, qui sont des collectionneurs souvent qui arrivent, je dirais, à la fin de leur carrière de collectionneur et qui commencent à revendre leur collection. Et on trouve de très belles voitures d'avant-guerre à des prix très abordables parce que finalement 23 000 € pour une Citroën C6 de 1930 qui est en parfait état de marche, qui a son contrôle technique, etc. C'est sûrement plus intéressant peut-être que pour même à la limite une DS en état moyen comme celle de derrière sur laquelle il y aura sûrement pas mal de frais à faire pour rouler honnêtement avec, mais ça fait peur parce que on les connaît plus et puis c'est pas évocateur de souvenirs parce que moi j'ai jamais connu ça dans ma famille, je veux dire toi non plus, donc c'est pas évocateur de souvenirs, donc voilà, la connexion est un peu lointaine. Oui, tu peux rouler avec, après la limite c'est l'éclairage, le freinage, l'essuyage sous la pluie, mais ça reste un usage un peu limité, mais ça roule et ça s'entretient, c'est pas non plus des voitures exotiques. Mais là, même chose que la Vignale, ça perdra pas de valeur, mais ça ne prendra pas spécialement. Non, voilà, le marché est un peu terminé là-dessus, il est un petit peu en descente, mais je dirais qu'on peut avoir des rapports qualité-prix exceptionnels sur des choses qui sont atypiques et si tu l'as auscultée celle-là, si on veut se démarquer, Ah oui, non, celle-là, c'est vraiment une très belle voiture. Alors, je rappelle que, pour ceux qui ne sauraient pas, on mettra le lien, mais toi, depuis quelques années, ta passion à Renault, tu as créé Classic Invest, et en fait, tu vas chercher pour les gens, tu leur trouves les voitures et en gros qu'ils souhaitent, mais surtout tu les auscultes parce que là ce matin tu t'es amusé à regarder. Moi j'ai ce regard de dire j'ai acheté beaucoup de voitures pour moi, maintenant j'en achète pour des clients, donc j'essaye de... Tu n'es pas ministre des voitures de collection pour rien. Non mais donc je regarde des choses que personne ne regarde. Alors je te disais en arrivant tout à l'heure, le problème de beaucoup de voitures qui sont ici, c'est qu'elles ont tout un détail qui tue pour moi. C'est-à-dire elles ont toutes beaucoup un gros truc qui ne va pas. Mais du genre un peu de rouille. Il y en a beaucoup qui ont des cloques de rouille autour de la baie. Est-ce que c'est si grave d'avoir un peu de... Il y en a qui n'ont pas les bonnes jantes, il y en a qui ont l'intérieur qui est déchiré. Après ça dépend parce qu'en fait c'est toujours pareil. Si tu l'achètes pas trop cher et que tu te dis le jour où ça m'embête, je remets un peu et je vais le faire, ça va. Mais si tu l'achètes déjà un peu dans un budget ric-rac pour toi
et que derrière ça t'embête de rouler avec un siège qui est déchiré ou avec une baie de pare-brise qui est en train de cloquer de partout, et que tu vas chez ton carrossier qui te dit mon bon monsieur, elle est pourrie votre voiture, du coup tu as fait une mauvaise affaire. La réalité, c'est que beaucoup de ces voitures des années 70-80 qui ne peuvent pas être restaurées financièrement parlant, parce que restaurer une voiture c'est 20 000 euros ou plus, si elles ne sont pas dans un excellent état d'origine, et c'est très rare, sont quand même en mauvais état et fatiguées. Et alors elles ont beau être sur un salon, passées à la lustreuse avec du cirage sur les pneus, etc. Moi, j'en vois beaucoup quand même ici qui ne sont pas prêtes à prendre la route. Et voilà. cette Lancia Gamma, alors là, je parle juste ça, pour c'est une voiture que tu dois adorer. Parce que déjà, une première qualité, c'est que c'est une Lancia. Exactement. Non, et elle est, je dirais, dans ces coupés que Pininfarina a fait en 2+2 des grandes routières. C'est un 4 cylindres à plat de 1,5 litre avec une distribution compliquée. Même neuf, ça ne marchait pas très bien. Mais bon. Mais par contre, en termes de design, c'est très très beau, c'est très pur. Tu as le coffre avec ses deux pinces, même le pavillon avec cette découpe. Enfin, même les sièges. C'est du Pininfarina dans la. C'est une très très belle voiture de designer. Voilà, par contre, c'est pas des voitures qui roulent forcément facilement. Et qui ne prendront jamais de valeur, si je te suis. Non, celle-là, difficile. Alors, les Lancia, oui. Parce que les Lancia classiques des années 50, 60 sont en train d'en prendre beaucoup. Après, plus compliqué. Dans la fin des années 70, années 80, plus compliqué parce que déjà, beaucoup d'économies en termes de conception, de qualité, etc. C'est pas des mauvaises voitures, mais c'est comme la Maserati Biturbo qui est là-bas, que je connais bien. Pour avoir été utilisateur. T'en as une, on a fait une vidéo. J'en ai une pendant on l'a essayé ensemble, voilà, les gens peuvent retrouver. C'est des voitures qui marchent très bien, mais qui demandent tout le temps des soins. Voilà. Et quand tu n'as pas envie d'avoir tout le temps des soins, tu achètes ça, par exemple. Qu'est-ce que tu achètes la grosse Mercos. Si l'injection est bien réglée, ça va au bout du monde, tu fais 1 million de kilomètres et c'est bien conçu et ça marche bien. Voilà. D'accord. Celle-là est très belle, par exemple. Pourquoi celle-là est très belle? Ça, c'est intéressant parce que des 280, des classes S en 3,5 litres, donc avec le V8, c'était déjà le très haut de gamme. Il n'y en a pas eu tant que ça. C'est un empattement court, souvent elles étaient empattement long, donc là aussi c'est relativement rare. Avec un intérieur en velours, ça va vous paraître idiot, mais c'est quelque part plus rare qu'un intérieur en cuir. Maintenant on commence. Tu vois, et celle-là, c'est à vue d'œil une belle voiture qui est bien passée dans le temps. Comment à vue d'œil tu l'as regardé tout à l'heure sans moi tu vois, elle n'a pas été repeinte 25 fois. On voit que c'est une peinture un petit peu ancienne, elle est un petit peu craquée par endroits, etc. Mais c'est honnête. Oui, il vaut mieux ça. Et puis, elle n'est pas non plus dans une gamme de prix délirante. Elle est affichée à 19 000 €. Bon, il y a peut-être une petite plage de négociation. Mais je veux dire, pour ce type de modèle relativement rare avec le V8 3,5 litres, c'est pas, tu vas en trouver en Allemagne à 30 ou 40 000 €, restaurées, super belles, etc., qui rouleront pas forcément mieux. Elles roulent probablement très bien. Donc il y a des choses intéressantes. Mais il faut connaître, il faut savoir qu'il y avait eu un V8 3,5 litres là-dedans, etc. Alors justement, on peut terminer par ça. L'année dernière, on était encore à la fin de la crête de hausse de spéculation. Le marché est beaucoup monté. Ça s'est vachement calmé en 2018-2019. On en est où là? On en est où? Parce que là, effectivement, cette année, on n'est pas retourné voir, mais j'ai été moi faire le tour de la vente Arcurial ce matin. Voilà. Chez Arcurial, ils ont déjà honnêtement beaucoup de voitures maintenant sans prix de réserve. Ça veut dire que les gens sont vraiment vendeurs sans prix de réserve. Il faut expliquer, qu'est-ce que c'est qu'un prix de réserve? C'est-à-dire qu'aux enchères, tu peux dire par exemple, ma Fiat 130 que tu aimes tant, je la vends aux enchères, prix de réserve 15 000 €. Ça veut dire que je ne prends pas d'enchères en dessous de 15 000 €. Donc ils vont faire la mise à prix à 12 000 et ils vont essayer de monter jusqu'à 20 000. Alors que sans prix de réserve, c'est qui veut quoi. On vend au marteau, au premier, quelqu'un dit moi 6 000 €, personne, c'est vendu, ça part. Alors ça c'est honnête parce que donc là chez Arcurial par exemple tu as presque que des voitures sans prix de réserve. Par contre, c'est un grand changement, tu m'as dit. Tu n'as aucune de ces voitures-là que tu pouvais voir encore l'année dernière. Tu n'as pas de Mercedes SL comme ça, tu n'as pas de BMW M3 récente. Donc ils ont fait le tri, ils se sont remis sur des vraies voitures plus anciennes, une vraie collection, beaucoup d'avant-guerre jusqu'à des années 50-60, des voitures un peu rares, etc. Ils ont beaucoup resserré le catalogue et ils ont été honnêtes aussi dans l'appréciation sans aller mettre des prix de réserve trop hauts. C'est passionnant. Donc tu dirais c'est le bon moment pour négocier. Pour négocier, Pour ceux qui sont acheteurs, oui, c'est un marché d'acheteurs en ce moment. Donc effectivement, c'est le bon moment pour négocier, pour faire le tour, aussi bien chez les marchands que chez les particuliers. Et donc il y a une ancienne bêta, il paraît que ça prend beaucoup. Il paraît que ça prend beaucoup la bêta en ce moment. Mais des bêtas comme ça en plus en version speeder avec le toit Targa et la toile à l'arrière.
Bon, celle-là, c'est une série spéciale un petit peu originale, mais c'est des versions intéressantes. C'est encore des voitures pas très cotées. Le petit coupé Beta Monte Carlo aussi, que tu dois adorer. C'est des voitures à commencer à chercher parce que les Alphas sont devenus très chers. Et les gens vont se reporter sur des Fiat, tu as vu qu'il y avait pas mal de Fiat ici, sur des Lancia qui sont tout aussi sympas, qui sont juste un peu moins connues, un peu moins nombreuses. Fiat 124 Speeder, on l'a en face, c'est une bonne alternative aussi au Speeder Alpha ou à la MGB, une voiture qui est très sympa à utiliser. On va découvrir aussi bientôt une BMW 323i qu'on a fait avec toi, qui illustre bien ce que tu disais par rapport au prix, ce qu'on peut mettre aussi. Parce que ça a au moins un avantage des prix qui montent, c'est que ça permet de restaurer les voitures, d'avoir une raison d'investir. Quand une voiture commence à être autour de 20 000 euros en cote, tu sais que tu peux commencer à faire des travaux un peu importants dessus sans te dire je vais tout perdre. Te dire le jour où je dois la vendre si j'ai besoin ou si j'ai envie d'autre chose, tout simplement, parce que c'est humain d'avoir envie d'autre chose. Là, je suis obligé de me dire ok, j'aurais laissé 5 000 euros, 10 000 euros dessus. Voilà, donc effectivement, c'est bien aussi que les voitures prennent un petit peu de valeur. Ça permet de les remettre en état et de faire des choses sympas avec. Merci. Belle Fiat 130. L'intérieur, l'intérieur, je ne sais pas si il est fermé, je crois, mais qui est superbe. Je l'ai filmé sur Facebook, on peut la voir. Merci beaucoup Alexandre. Au revoir Renaud. On se retrouve très bientôt. Merci. Bientôt. Au revoir.